pour les autochtones, alors, vous posez plusieurs questions. Ils sont directement liés à cet article de 2008, je pense. Et là, j'ai fait mes sales terrain sur les autochtones l'année 1965, l'été de 65. Et à ce moment-là, il y avait un projet, un gros projet de recherche parrainé par des gens comme Ragala Tremblay, par exemple. Et moi, j'ai dû écrire des choses, supposément pour lui, mais moi, j'ai été à Vancouver, et lui, je n'ai jamais rencontré pendant cette période-là. Mais lui, il voulait surtout, ou il était payé pour prendre très au sérieux les pouvoirs des conseils de bande et des choses comme ça. Et moi, à Vancouver, j'étais libre de tout ça, parce que les gens, Dunning et Belcher, etc., ça ne les intéressait pas tellement. Et c'était vraiment Marc-Adler Tremblay qui s'en occupait. Et on me laissait entièrement libre de faire ce que je voulais. Et ce que j'ai fait, c'était surtout de montrer que d'abord, pour les sons de l'Alberta, alors, je n'ai pas étudié leur activité quotidienne, mais la danse du soleil, et la danse du soleil n'était jamais organisée par le conseil de bande, mais toujours par les comités spécifiquement pour la danse du soleil. Mais cette fois-ci, le conseil de bande était censé être responsable du point de vue financier ou quelque chose. Mais quand j'étais là, j'ai trouvé bien vite que personne n'a pris au sérieux la position du conseil de bande. On a tout simplement organisé les danses du soleil comme auparavant, et c'est ça que j'ai étudié. Et j'ai publié un article là-dessus, et je voulais surtout montrer comment ils faisaient leur modèle de l'autonomie, n'est-ce pas? Et le modèle de l'autonomie était beaucoup plus intéressant que la réalité de l'autonomie qui est assez limitée avec le conseil de bande. Et aussi, les fonctionnaires qui étaient responsables de l'Alberta étaient des hommes expérimentés qui laissaient les choses arriver comme elles arrivaient et qui ne sont jamais mis en avant pour me montrer ce qu'il faisait, etc. Il avait compris la situation et on n'avait pas de problème. Le deuxième cas, c'était à Manitoba, où l'officier de la marine à la retraite
était le chef du, du département de l'affaire indienne. Et ça, c'était vraiment la, la gestion traditionnelle. Et là, j'ai décrit tout ça. Et, et là, c'était clair que le conseil de bord n'avait aucun pouvoir, parce que le pouvoir était entièrement dans les mains de ces officiers de la marine, n'est-ce pas? Mais ce qui me frappait, c'était qu'il y avait deux forces. D'abord, la force du fédéral, qui faisait exactement ce que je viens de dire. Et deuxièmement, la force d'un gouvernement provincial de l'MPD à Manitoba à l'époque, qui voulait vraiment ouvrir de nouvelles perspectives, nouvelles développement économique, etc., des autochtones et des métis. Et regarder les métis et les autochtones comme plus ou moins le même problème. Et donc, ces gens-là étaient très perspicaces, très bien compris la situation. Et là, donc, j'ai presque toutes les recherches qui étaient, que j'ai faites, c'était vraiment du côté de la province plutôt que du fédéral. Et ça, c'est la première fois que j'ai vu cette contradiction entre le fédéral et le provincial. C'est parce que ils ont traité le Manitoba exactement de la même façon qu'ils ont traité le Québec. Ce n'est pas différent. Et aussi, ils avaient l'avantage d'avoir des dossiers d'un demi-siècle. Ils connaissaient tout le monde. Et on connaissait alors toute la corruption était entièrement, faisait partie de leur système. Et ont toujours travaillé avec ça. Et, mais leur objectif principal, quand j'étais là, c'était d'assurer l'échec du provincial. Être sûr que le provincial aurait tout sortes de problèmes avec le programme qu'il avait. Le programme qui me semblait très positif. Et maintenant, je pense que le traitement des métis va dans la même direction que la direction du gouvernement provincial du Manitoba d'il y a 50 ans. Et donc, finalement, ça veut dire qu'ils ont eu raison, mais ça a pris du temps. Mais donc, c'était quand je suis venu au Québec, j'avais déjà une image de la relation fédérale-provinciale qui n'avait rien à voir avec l'histoire du Québec en particulier. C'était simplement le système Ottawa, c'est ce que j'avais compris. Et ça, c'était simplement
le même système partout. Et là, c'est très difficile à supporter. Et tôt ou tard, ça doit être discontinué, mais à cause alors, des blocages dans le système. On ne sait jamais à quel moment on va commencer à négocier et rétablir un modèle qui est plus raisonnable pour le Québec. Je pensais que c'était une question de temps, parce que ces contradictions sont tellement... ils gaspillent tellement d'argent, ils sont tellement inefficaces. Et aussi, ils sont inefficaces. Même, on peut pas continuer à avoir des référendums, des chiffres de plus de 40% de personnes qui veulent quitter le pays, et toutes sortes de choses comme ça. Ce sont des anomalies. Mais le système le système est impossible. Et les Québécois, on se comporte beaucoup plus comme une sorte de confédération déçue que pour un mouvement d'indépendance véritable. Il les intéresse pas pour le militaire, il ne s'intéresse pas pour les affaires externes, assez peu. Et l'orientation, c'est une orientation interne. Les corruption et la malversation et tous les problèmes sont des problèmes à l'intérieur du système qu'ils devraient contrôler, n'est-ce pas? Et donc, mais si tu as un mouvement d'indépendance véritable, ça fonctionne d'une façon un peu différente. Aussi, dans le cadre de la Nouvelle-Guinée, c'était le gouvernement travailliste en Australie qui a vraiment décidé que ça ne devait pas durer, et qui a changé et accepté l'indépendance. Ensuite, les relations entre le chef souverainiste et le chef à Canberra étaient des relations assez amicales, relations amicales. Et ensuite, on a trouvé une façon de travailler ensemble, etc. Donc, j'avais vu que j'ai toujours pensé que ça, tôt ou tard, ça devrait arriver ici. Et si ça n'arrive pas ici, finalement, il y a une crise de quelque sorte. Mais on sous-estime l'importance de l'opinion locale. Et finalement, l'opinion locale ne respecte pas vraiment ce qui arrive sur le niveau fédéral. Si il n'y a pas de collaboration, alors il y a déjà le signe d'une crise.
C'est vraiment une crise qui continue et qui peut continuer avec toutes sortes d'histoires. Maintenant, on a une deuxième Trudeau, n'est-ce pas, qui veut faire exactement la première chose que... Mais là, je voulais dire une chose, quelque part dans une autre partie, mais je pourrais... Je veux dire que Trudeau a réussi parce que il y avait presque, même s'il probablement à aucun moment a-t-il eu plus de 10% à 15% tout au plus de personnes qui étaient d'accord avec lui. Mais les gens étaient moitié-moitié, l'évêque ou Ryan, n'est-ce pas? Et alors, l'évêque et Ryan n'ont jamais travaillé ensemble. Hein? Impossible. Et Trudeau a utilisé ce fait pour simplement faire comme si ces gens n'existaient pas. Et le deuxième Trudeau veut répéter ce même exploit. Et les gens, les Québécois n'ont pas entièrement compris qu'ils risquent de faire exactement la même erreur. C'est-à-dire que c'est un peu différent parce que ce Couillard peut-être un peu... c'est plus facile de parler à Couillard que de parler à Ryan, n'est-ce pas? Et aussi, du côté du PQ ou des souverainistes, tu as beaucoup de gens qui ont des positions plus nuancées, mais on n'a pas compris que dans ce qu'on appelle une démocratie, on peut passer avec 10 à 15% sans problème si le reste de la population ne se réunit pas pour te bloquer. Tu vois? Et ça, je n'ai pas vu assez de signes que les politiciens intéressés ont compris qu'il faut avoir un certain niveau de collaboration autour d'une question nationale et que cette opposition à Trudeau doit être partagée entièrement par les deux côtés. C'est la seule façon de bloquer ça. Et si on ne fait rien, on se fera avoir exactement la même façon que la dernière fois. L'Église a décidé de ne pas reconnaître le statut de métis, n'est-ce pas? Et que les chercheurs qui regardent les généalogies trouvent des blancs à certains moments. C'est-à-dire, on ne voit pas qui était l'un des deux parents, n'est-ce pas? Et le parent qui n'est pas mentionné est très souvent l'autochtone, n'est-ce pas? Et comme ça, on a la composition de la population, beaucoup plus de gènes autochtones que les données publiées ou publiables, n'est-ce pas? Et là, c'était une décision de l'Église, parce que c'était aussi une loi raciste qui a interdit le mariage entre les blancs et les autochtones. Et là,
prêtre avait raison de protéger les membres de la paroisse, n'est-ce pas, contre toutes sortes d'actions. Donc, le non n'est pas là, il n'y a pas de preuve, on ne peut rien faire. Donc, les curés ont tout su, mais n'ont jamais indiqué. Alors, mis tout ça sur papier. Mais le résultat, c'était que les métis étaient... alors, ce que j'ai fait dans mon article sur les métis, mais je ne sais pas si j'ai jamais publié les cartes géographiques. Mais si tu vois la carte géographique autour de le pas Manitoba, si tu as quelque part une réservation autochtone, criée, ensuite, au voisinage, il y a des problèmes de titre. On ne sait pas qui est là. Et ça, c'était supposément de la terre du fédéral ou quelque chose, mais ce n'est pas clair. Mais les métis sont là. Hein? Donc, ils ne sont pas, ils n'ont pas de terre eux-mêmes. Ils sont des terres qui sont illégales, plus ou moins. Mais le fédéral ne les chasse jamais parce que ça produirait une crise de quelque sorte. Et de toute façon, ils ont été là pour presque un siècle maintenant. Et donc, on devrait changer la situation. Et on n'a pas la raison de changer, n'est-ce pas? Donc, mais les cartes montrent simplement une population continue dans un certain endroit, avec exactement les mêmes possibilités économiques, sociales, etc. La même absence de possibilités d'éducation, c'est très mauvais de toute façon. Donc du moment où la seule différence, c'est que si tu as un traité, une liste, n'est-ce pas? Et si tu n'es pas sur la liste du traité, tu n'as pas de droit, n'est-ce pas? Donc les gens qui ne sont pas sur la liste n'ont pas de droit. Mais ils n'ont rien d'autre non plus. Simplement, ils ne sont pas sur la liste. Et tout ça, c'est un système qui me semblait tout à fait injuste. Parce que finalement, l'objet de tout cet exercice devrait être le développement, n'est-ce pas? Mais ce n'a jamais été. Le gouvernement n'a jamais vraiment accepté l'objectif du développement de la population autochtone. Et donc, tout ce qu'on a voulu faire, c'est de créer des asiles, plus ou moins, des endroits où ils pouvaient exister. Mais on n'a jamais vraiment rien fait pour le développement économique. Peut-être ça a changé dernièrement ou non. Ça. J'ai pas l'impression parce que ça continue avec les commissions royales, etc. Rien. Il y a toutes sortes de recommandations qu'on n'avait presque jamais suivies, n'est-ce pas? Et le ministère est là pour plus ou moins assurer que les choses ne changent pas. Les métis sont considérés comme des Indiens, je pense, hein? Au sens de la loi fédérale.
les Métis sont considérés comme des Indiens. Oui, mais le Québec a fait la même chose que au Manitoba, le NPD. On a quand même suivi une certaine politique de développement. Mais je ne sais pas aller très loin parce que les libéraux n'étaient pas tellement intéressés et que le PQ n'était jamais là suffisamment longtemps. Il n'avait jamais assez d'argent pour faire tout ça. C'est un problème. Ce qu'on fait maintenant à l'université, s'il y a plus de ces gens, métis ou autochtones, qui passent par l'université, ça changera les situations, parce que tout aura une politique beaucoup plus activiste parmi les gens qui ont passé par là et qui ont de la connaissance nécessaire pour développer une stratégie. Donc, et aussi l'université Laval, l'anthropologie, est probablement bien positionnée pour encourager ça maintenant. Oh, la faculté qui a probablement intéressé à s'occuper de ça aussi. C'est possible. Mais c'est quand même c'est plus difficile ici qu'en Australie. Quand Sylvie Poirier était en Australie, elle a appris à parler de ces langues, noter les mythes autochtones dans la langue originale, tout ça, Mais ici, elle n'a pas eu le loisir, la possibilité. Quoi. On n'a pas fait, ça n'a pas développé de la même façon. Parce que en Australie, il y a quand même plus de pression le gouvernement fédéral plus fort et plus intégré, et avec lequel les gens ont vraiment collaboré et qui avaient l'argent pour faire. Et là, ça c'est ça le problème. Nous n'avons jamais eu la même activité fédérale à Ottawa qu'on a eu à Canberra. Mais je ne sais pas ce qu'elle est la solution. Mais vraiment, peut-être ça doit terminer par l'indépendance, mais c'est difficile à dire. Mais je n'ai pas l'impression que les Canadiens de l'Ouest ont vraiment l'intention de faire beaucoup pour changer la situation des tribus de Colombie, la Colombie peut-être. La Colombie, il y a
mouvement de développement véritable.